temps, la fonte des glaciers à l'échelle de la Terre est devenue un sujet de préoccupation. L'attention est dirigée vers le réchauffement de la planète qui serait dû à la modification de la composition atmosphérique par injection massive de gaz à effet de serre. Pour tenter d'y voir clair, je vous propose une balade dans la région de Chamonix sur la mer de glace qui n'en finit pas d'avancer tout en rétrécissant à un rythme impressionnant. Pour cette aventure, je suis accompagné de Justine, une chamoniarde de souche indéracinable, et de Fabio, un Marseillais, qui depuis son plus jeune âge passe ses vacances à Chamonix. Raymond, notre guide, n'est pas très loin d'ici. Bonjour Michel. Salut à vous deux. Salut Justine. Salut. Ça y est, ça commence, je vais prendre la pause du siècle. Allez, on y va Fabio. Attends Michel, avant de partir en malade, on aimerait juste passer un bonjour à André, c'est un ami. Oui, c'est l'ancien guide de haute montagne à la retraite. Ouais, c'est lui. Salut. Salut. Les enfants, ça va? Ouais. Vous avez vu cette belle photo? Et attends, ça représente quoi cette photo? Ben, c'est la mer de glace, il y a une vingtaine d'années, tu vois. Et puis on va voir maintenant ce qui s'est passé. Je vais vous le montrer sur place. On y va. Ah. Oh là là. Regarde un peu. C'est différent de ta photo. Hein. Ah oui, hein. C'est sûr. Alors tu vois, elle a terriblement baissé quand il y a une vingtaine d'années, quand je faisais encore les cours de glace ici sur la mer de glace. Je commençais les cours ici, dans le fond, là, où maintenant il n'y a que des pierres et de la moraine, tu vois. Et là, c'est tout à fait la langue terminale où il y a encore à peu près 90 mètres d'épaisseur de glace, tu vois ici. Et avant, il y en avait combien? Il y en avait près de 200 mètres. Ah oui, Ouais, donc comme ça ça a beaucoup disparu, diminué. hein. Et avant, sur Et la alors photo, avant, on pouvait traverser? avant, on traversait ici facilement à pied, maintenant beaucoup d'années, hein, on traversait facilement à pied. Et à une certaine époque, c'était vers les 1800, par là, les gens de la vallée montaient les vaches ici. Et ils faisaient traverser la mer de glace par les vaches pour aller de l'autre côté, là-haut, à Vadière, tu vois. Mais André, pour Oui. que Tours devienne comme avant, il faudrait quoi? Ben, c'est-à-dire qu'il faudrait que les hivers soient de nouveau normaux, tu vois, et qu'il y ait énormément de neige l'hiver pour charger tous ces glaciers. Et tous les glaciers sont alimentés par les chutes de neige, hein. Alors plus il neige l'hiver, plus les glaciers gonflent et plus les glaciers avancent également. Alors il faudrait beaucoup de neige, beaucoup de neige, beaucoup de neige l'hiver. Vous, le froid, ça ne vous dérange pas. Toi, Fabio, tu viens à Chamonix pendant les vacances, et toi, Justine, tu habites ici en permanence. Ah bah ouais, mais c'est pas le froid qui nous dérange à nous. Hein. C'est plus la chaleur, parce que les glaciers ils sont en train de fondre, et la montagne sans glacier, c'est plus grand-chose. Hein. Mais on m'a parlé du réchauffement de la planète. C'est vrai ça? Ah, c'est pas une vue de l'esprit, hein. La planète se réchauffe effectivement. Mais écoute, les glaciers sur les montagnes fondent. Parlons d'abord des montagnes. Nous sommes ici dans les Alpes. Elles se sont formées il y a 40 à 50 millions d'années. Savez-vous comment? Bah oui, c'est les plaques continentales, la plaque européenne et la plaque africaine qui se sont tamponnées. C'est un accident géologique. Ben, c'est comme un accident de voiture. Les voitures, quand elles s'accidentent, eh ben, la tôle va former des arêtes. Ouais. C'est un peu le même principe, non? Exactement, il y a du sable là, on essaie de mimer ça. Ben, je vais jouer la plaque européenne. Moi, la plaque africaine. Et on ratatine quelques milliers de kilomètres à quelques centaines de kilomètres et ça forme une arête. Hein, ça, c'est les Alpes. Alors il y a autour de nous des arêtes. Ça, c'est quoi? Vous les connaissez? C'est les aiguilles rouges. Et puis là, Ben, là-bas au fond, il y a les grandes Jorasses, la dent du géant qui est un petit peu plus au fond. Et là, on a l'aiguille de la République. voilà. Et on voit des glaciers comme la mer de glace qui fondent en ce moment. Mais c'est le cas de tous les glaciers du monde. C'est justement l'histoire dont on va parler aujourd'hui dans cette balade. Depuis leur naissance, les Alpes ont connu 4 énormes glaciations. Il y avait tellement de glace qu'elles dégoulinaient jusque dans la région lyonnaise. Mais Lyon n'existait pas à cette époque, bien entendu.
la dernière glaciation, la Würm était énorme et son déclin a commencé il y a 12 000 ans seulement. Depuis, le paysage n'a pas cessé de se transformer. Allez. Mais vraiment, au fait, on a l'habitude de les voir les glaciers, mais comment ça fonctionne un glacier? Si tu veux, là, on a devant nous comme un énorme fleuve de glace qui descend, avec un certain nombre de contraintes, et à chaque fois qu'il y a des contraintes, si tu veux que ce soit à l'intérieur du virage, là-bas, ça bourre, donc ça fait, tu vois, des lames de glace qui ressortent. À l'extérieur du virage, comme la glace n'arrive pas à faire l'extérieur complet, elle se fend complètement, tu vois, en crevasse, on fait les crevasses latérales. Et puis après, ici où ça se resserre un peu, on se retrouve avec une moraine, là au milieu, puisque le glacier se resserre, donc pouf, au milieu, ça fait une crête. C'est cette moraine centrale qui est là. Mais des crevasses, il y en a beaucoup. Mais comment elles se forment? Alors, les crevasses, elles se forment, elles se reforment toujours au même endroit. C'est parce qu'il y a une contrainte sur la glace à cet endroit-là. Donc soit une contrainte due au sous-sol du glacier qui n'est pas tout à fait plat. Donc si tu as une bosse, le glacier va épouser la bosse en profondeur, mais en surface, il va éclater, comme une peau d'orange. Tu vois? Et puis, s'il y a un trou, ça va être l'inverse. Ça va être le fond qui va éclater et la surface qui va... Donc ça fait des crevasses un peu cathédrales. Et puis après, si tu as une arête, si par exemple tu as une arête de rocher que le glacier n'a pas réussi à raboter suffisamment, tu peux avoir des crevasses longitudinales. Devant d'abord. Devant. Voilà. Hop. T'as vu? Impeccable. Pourquoi on n'aurait pas pu faire qu'un seul tunnel? Hein, ça suffisait pas? Il y a un tunnel qui est refait, enfin la grotte est retaillée toutes les années, et toutes les années au même endroit. Et après, pendant l'année, elle se déplace petit à petit au rythme du glacier. Donc c'est pour ça que, tu vois, on a au-dessus de nous la grotte de cette année, et là on est sur la grotte de l'année dernière, et il y a 30 mètres à peu près de décalage entre les deux grottes. Et le glacier est en train de ralentir en ce moment. Parce qu'il y a quelques années en arrière, le glacier était plus épais, donc plus lourd et descendait plus vite. Et avant, il y avait à peu près 60 mètres entre chaque grotte, et là maintenant on arrive à 30. Mais Raymond, pourquoi c'est si bleu comme ça? C'est trop beau. Ah oui? Alors le bleu, c'est la lumière qui fait ça. Ça se réfléchit sur la glace. Et puis il y a des tons de bleu différents suivant la quantité d'oxygène qu'il y a dans la glace. Et par exemple, là, c'est presque blanc. Et plus on va rentrer à l'intérieur, et plus il y aura du bleu, voire du bleu très foncé. D'accord. Mais il y a plein de petits cailloux incrustés dans... Oui, alors là, on est dans un coin où là, c'est plein de petits cailloux. Et tu verras plus loin, on en verra, il y en a des plus gros. C'est les cailloux qui sont sur le glacier, qui tombent de la montagne n'importe où, qui sont charriés, qui passent dans une crevasse et qui se retrouvent après pris dans la glace. Alors là, on a beaucoup de chance parce qu'on se trouve à l'intérieur du glacier. Et ça, c'est très important pour les scientifiques, de se trouver à l'intérieur d'un glacier. Tout simplement parce que le glacier est constitué de couches de glace qui se sont empilées les unes sur les autres au fil du temps. Et chaque couche de glace correspond à des précipitations d'une année. Il n'y a pas très très longtemps, toute une équipe de scientifiques est descendue dans des crevasses comme ça à l'intérieur de la glace, au Groenland, donc à l'intérieur du cercle arctique, du cercle polaire arctique. Et ils sont descendus sur des dizaines et des dizaines de mètres, et là ils ont appris plein de choses. L'étude, par exemple, de ces couches de glace nous ont appris que 10 000 ans après le début de la déglaciation, de la dernière glaciation qu'on appelle la Würm, eh bien, le temps, la météo est devenue complètement folle. D'une année sur l'autre, la température pouvait varier de 10 degrés en plus à 10 degrés en moins. Et dans ces couches de glace énormes qu'on trouve au pôle, aussi bien au pôle Nord qu'au pôle Sud, eh bien on peut remonter comme ça dans le temps jusqu'à 100 000 ans et y avoir ainsi des indications sur la météorologie d'il y a 100 000 ans, ce qui est fou quand même. Hey Michel, pourquoi le climat il change tout le temps?
Ah, mais il change pour plusieurs raisons. Tu sais qu'une énorme éruption volcanique est capable de faire changer le climat sur toute la planète. Mais il y a aussi le mouvement du vent. Tu as vu, des cheveux qui volent. Il y a aussi le mouvement de l'eau et le mouvement de la Terre. Donc ce n'est pas un seul phénomène, c'est plusieurs phénomènes qui produisent ce changement du climat. On sait un certain nombre de choses. On sait par exemple que les périodes glaciaires et interglaciaires correspondent à un cycle relativement régulier. On sait aussi que la glaciation met beaucoup de temps à s'installer. Entre le moment où elle commence et jusqu'à son point terminal, il faut compter environ 100 000 ans. A l'inverse, la déglaciation est très rapide, 10 000 à 15 000 ans seulement. Alors si on extrapole ce cycle des glaciations et interglaciaires, eh bien, on peut dire que la prochaine glaciation pourrait avoir lieu, en gros, dans quelques milliers d'années. Mais si on ramène ça à des calculs beaucoup plus complexes, l'inclinaison par exemple de la Terre, ou son orbite autour du Soleil, eh bien, on peut s'attendre à une glaciation, mais seulement dans quelques dizaines de milliers d'années. D'accord. En fait, Michel, tout à l'heure, tu parlais à Justine de l'orbite. Mais c'est quoi l'orbite? On avait l'impression qu'il faisait la sieste de loin, mais en fait, il réfléchissait. Attends, je vais te sortir un papier, un crayon. Voilà la Terre qui décrit des orbites autour du Soleil. Alors tout ça, c'est pas bien régulier sur mon dessin. Ces orbites augmentent et diminuent respectivement tous les 100 000 ans et tous les 433 000 ans. D'accord. Quand l'orbite se rapproche de la Terre, le climat se réchauffe. Quand l'orbite s'en éloigne, le climat se refroidit. Si j'ai bien compris, l'orbite de la Terre est proche du Soleil en ce moment. L'orbite de la Terre est plutôt proche du Soleil en ce moment, tu as raison. D'accord. Alors tu vois mon dessin là, oh, il n'est pas terrible. Allez, Il y a des périodes glaciaires longues et il y a des périodes interglaciaires courtes. Mais est-ce qu'on a des preuves de ça? Oh bah oui, on a une belle preuve tout à l'heure en rencontrant André, qui nous expliquait que lorsqu'il était guide de montagne, pour descendre sur la mer de glace, il y avait très peu d'échelles. Et puis il y a aussi des rochers comme celui-là là-bas. Tu vois cet énorme bloc, un bloc erratique, bah lui aussi nous livre des informations. Mais ça, on en parlera là-bas. Oui, mais enfin, on a encore pour 20 minutes à y aller. Hein. Eh ben c'est parti. bon, bah, on y est arrivé à ton gravillon, hein. Tu dis ça, un gravillon? Quand même un beau rocher, qui Ouais. valait le déplacement. D'autant plus qu'en ce moment, il est en train de se promener gratuitement sur la mer de glace. Imaginez un petit peu la situation. Avant que la mer de glace ne fonde, on avait ici 1,5 km de glace au-dessus de notre tête. La glace appuie sur les bords de la vallée. Depuis, elle s'est retirée. Comme elle appuyait sur les bords, maintenant, les bords reviennent un petit peu. Il se produit des chutes de pierre. Il y a des morceaux de moraine qui tombent aussi, qui arrivent maintenant sur la glace. Eh bien, figurez-vous que des blocs comme celui-ci, on en trouve sur le plateau du Vercors, qui est un plateau calcaire. Là-bas, il n'y a pas de granit. S'ils sont là-bas, c'est parce que les glaciers les ont transportés jusque là-bas. Ça vous donne des proportions énormes de ce que représentaient ces glaciers à cette époque-là. C'est complètement fou. Alors ça, c'est une preuve. Alors on a encore plein d'autres preuves. De la fonte des glaces, par exemple. On sait aujourd'hui, parce qu'il y a des sous-marins qui passent sous le pôle Nord, que la glace au pôle Nord de la banquise a fondu de 40%. On a des signes comme ça. On sait par exemple que les glaçons qui dérivent du Labrador et qui viennent se bloquer sur les îles de la Madeleine, eh bien, sont de plus en plus minces. Et ça, j'ai eu l'occasion de le vivre avec un chanteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Daniel Lavoie. On s'est retrouvés tous les deux un jour sur la banquise aux îles de la Madeleine. Ben voilà ce qui s'est passé. C'est un endroit qui est très très bien pour la méditation. Tu trouves pas? Tout à Des fait. endroits extraordinaires pour s'asseoir. C'est toujours vaste et vide.
Et c'est merveilleux pour se reposer la tête. Quand on y vient l'été, les Madelinots nous disent c'est l'hiver qu'il faut venir aux îles, parce que c'est l'hiver où c'est vraiment très beau. D'abord pour voir les blanchons, les phoques et tout, mais surtout pour voir, à vrai dire, pour voir les îles l'hiver. Je crois qu'il t'aime d'amour, Michel. Tu vois, on croit que c'est le silence sur la banquise. Et on arrive dans les crèches de bébés phoques ou de blanchons, et puis alors là, il y a beaucoup de bruit. Il est clair que si la température à l'échelle de la planète continue de se réchauffer, les glaçons qui viennent se coller contre les îles de la Madeleine, qui se ressoudent, bien, finiront un jour par fondre complètement. Alors que deviendront les blanchons, qu'on appelle aussi les bébés phoques? Mais le gros rocher qu'on a vu, c'est quand même une belle preuve. C'est une preuve de la fonte des glaciers, c'est sûr. Mais attends, on a cette preuve minérale, mais dans la montagne, là où on se trouve, on n'a pas d'autres preuves qui puissent nous indiquer ce réchauffement et cette fonte des glaciers? Ah, on a la présence de flore et de faune qui nous apprennent beaucoup sur notre histoire, et notamment sur l'histoire des glaciations. Par exemple, les edelweiss, qui sont en fait des plantes mythiques de nos montagnes. Eh bien, l'edelweiss arrive de la steppe russe, et elle a profité des périodes interglaciaires pour venir s'installer dans nos montagnes. A l'inverse, le lagopède, la perdrix des neiges, qui change plusieurs fois de plumage dans une année. L'hiver, son plumage est tout blanc pour se confondre dans la nature, et l'été, son plumage, au contraire, est marbré, encore une fois, pour se confondre. On appelle ça l'homochromie. Eh bien, le lagopède, lui, a profité d'une période glaciaire pour s'installer dans les Alpes. Et Michel, à ce qu'on dit, l'homme a un rapport avec le réchauffement planétaire. Et on parle d'effet de serre. Alors, il faut quand même savoir que sans effet de serre, la vie n'est pas possible sur la planète. Sur Vénus, où l'atmosphère est très dense, c'est invivable, 460 degrés. Sur la planète Mars, il fait très froid. Là, il n'y a pas d'atmosphère. Sur la Terre, il existe de l'atmosphère. Donc l'effet de serre est utile à la vie. Mais il y a des limites. Il y a des limites. L'homme intervient là-dessus, et tu as raison de le dire. Il intervient parce qu'il injecte dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, enfin plein de gaz à effet de serre. Le CO2, le méthane, qui sont les principaux gaz à effet de serre. La vapeur d'eau qui est au-dessus de notre tête. Tu vois, là-bas sur l'Italie, il y a des nuages. Eh bien, il est à parier que la température de l'air sous ces nuages est beaucoup plus élevée que celle que nous avons ici autour de nous. Tout simplement parce que les nuages forment une sorte de couverture de gaz, une couverture d'eau, de vapeur d'eau. Quand on sort le soir, il y a des étoiles au-dessus de notre tête, il fait beaucoup plus frais que lorsqu'il y a des nuages. Alors ça, c'est l'effet de serre. Vous voyez, 2800 mètres de vide nous séparent de Chamonix. Il y a ici une couche d'atmosphère, une sorte de brume en fait. Là-dedans, il y a de la vapeur d'eau, du CO2, peut-être aussi du méthane. Au-dessus de notre tête, il y en a 43 km. Vous imaginez la couche de la vitre, l'épaisseur de vitre. Quand on parle d'effet de serre, on ne se trompe pas quand même. Mais tout ça, ça peut devenir dangereux? Ah bah, à la longue, oui, forcément. Si l'effet de serre tel qu'on le connaît aujourd'hui continue à s'amplifier, si ça dure dans le temps, toute cette glace que tu vois là, c'est de l'eau solide. Un jour, elle deviendra de l'eau liquide. Et si ça se produit à l'échelle de la planète, les océans ne vont pas être assez grands. En tout cas, le niveau de l'eau dans les océans va s'élever. Et tous les gens qui habitent à fleur d'eau, tous les gens qui habitent dans les deltas comme au Bangladesh par exemple, où ils sont des millions là, à vivre à ras de l'eau, eh bien, ils seront inondés. Alors ça va faire des dégâts énormes, mais ça fera aussi bien entendu des millions et des millions de malheureux sur la planète. Mais nous, en France, on n'est pas protégés de ça, puisqu'on possède un très beau delta, le delta du Rhône, la Camargue. Eh bien, le delta de la Camargue, aujourd'hui, le delta du Rhône, est menacé de cette submersion. La preuve, il y a une digue à la mer, et on est en train de se demander en ce moment si on ne va pas devoir élever cette digue pour se protéger justement de l'envahissement marin. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça peut se produire. Alors, il y a un autre effet qui peut se produire. C'est au contraire très chaud, très sec, beaucoup d'évaporation. Moins de pluie et beaucoup d'évaporation, ça fait des déserts. Alors, le désert, on le connaît aujourd'hui, par exemple, au Sahara. Dans certains endroits au Sahara, ça sera encore pire qu'aujourd'hui. Beaucoup plus de sécheresse.
Mais cette sécheresse, elle va petit à petit aller vers le nord. Donc, le sud de l'Espagne va devenir sec comme le Sahara, et le sud de la France va, probablement dans une 50aine d'années, devenir sec comme le sud de l'Espagne. Tu vois où on en arrive? Oui. C'est extrêmement grave. Puis il y a un autre phénomène aussi. Si les glaciers fondent très rapidement, qu'est-ce qui va se produire? Des catastrophes, des avalanches, des chutes de sérac. Alors il y a des gens qui travaillent sur ces risques-là aujourd'hui. Et notamment Luc Moreau. Je l'ai rencontré, voilà ce qu'il m'a dit. Luc, bonjour. Comment se porte le glacier des Bossons? Alors le glacier des Bossons, comme on peut le voir, c'est une belle langue de glace qui descend presque jusqu'à 1300 mètres d'altitude, 7 km 800. Alors c'est vrai que depuis 1820-1850, ce glacier a perdu 1200 mètres de longueur, mais il en reste quand même une belle partie. Si le climat continue de se réchauffer, le glacier va à nouveau continuer de se retirer, donc de reculer comme on dit. Et là, il faudra revenir à des positions qu'il avait certainement au Moyen-Âge. Alors ça a des incidences sur la sécurité, on peut le dire. Qu'est-ce qui change? Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le fait que ces glaciers évoluent en longueur, en masse, qu'ils diminuent, ça fait que les dangers qui existaient auparavant, certains dangers disparaissent, puis il y a d'autres dangers qui apparaissent. Comme ces moraines qui aujourd'hui sont complètement délaissées par le glacier, s'éboulent vers le bas. Alors il y a donc des chutes de pierres, donc ce sont des endroits où il ne faut pas trop se balader, fréquenter, parce que là on peut recevoir quelques pierres sur la tête. Donc il vaut mieux être soit sur les sentiers au-dessus, à côté du glacier, ou soit carrément sur le glacier avec des professionnels. Et aussi, on assiste à aussi des secteurs qui deviennent dangereux parce que le glacier remonte sur des pentes raides, comme le glacier des Bossons, comme le glacier de Trien, où là on peut avoir des chutes de glace, donc des chutes de sérac, qui n'existaient pas auparavant et qui sont effectives aujourd'hui. Il y a 3 ans, je me baladais dans les Aiguilles Rouges et j'ai vu un lac se former au pied de la mer de glace. Oui, tout à fait. Ce lac, en fait, s'est constitué à partir de 1997-98 entre la moraine frontale, donc ce talus que le glacier avait formé avec la crue des années 80, et depuis que le glacier recule, dans ce petit surcreusement, et avec ce barrage morainique, il y a donc un petit lac qui s'est formé en 97-18. Et puis le glacier reculant à nouveau jusqu'à encore aujourd'hui, et il va encore reculer pour quelques années, un deuxième lac s'est formé. Alors dans les Alpes, et en particulier pour la mer de glace, il n'y a pas de danger, mais il existe des lacs, d'énormes lacs comme en Himalaya ou dans les Andes, où là le recul des glaciers de plusieurs kilomètres provoque des lacs énormes qui, lorsqu'ils se vidangent, ça fait beaucoup de victimes. J'ai encore oublié de vous dire une petite chose. Il y a des gens qui spéculent sur l'effet de serre. Il y a des multinationales qui, en ce moment, achètent des milliers et des milliers d'hectares de terre en Sibérie. Là où, aujourd'hui, il est difficile de planter du blé, ils se disent que peut-être, dans 30 ans, comme le blé ne pourra plus pousser sous nos latitudes, eh bien, ils le feront pousser là-bas, en Sibérie. Vous voyez ? Encore une des conséquences de l'effet de serre. Justine et Fabio en train de regarder fondre les glaciers. Bah tu veux que je te dise, Michel, on n'a qu'une seule espérance en fait. C'est que la solution d'André que nous a dit, il faudrait qu'elle marche, qu'il y ait de nouveau de gros hivers pour que les glaciers regonflent. Espérons-le, tous ensemble très fort. Mais alors, si vous ne voulez pas redescendre à Chamonix à pied, le dernier train vient d'entrer en gare. Ok. Vous y Bon, allez ? bah, merci et au revoir, Michel. À plus tard. Et bonne descente. Merci.